Pas je veux rentrer chez Google parce que c'est Google. Il faut se poser les bonnes questions. C'est quel job que tu veux faire? Ok. Quel problème tu veux résoudre? Parler de vos intérêts aussi. Moi, beaucoup de choses d'opportunités que j'ai eues, notamment au sein de Google, c'est parce que j'ai dit à tout le monde qui voulait l'entendre, au fait, moi, j'adore l'Afrique. Donc, si jamais il y a des choses qui passent, n'hésitez pas. Bien partir, donc c'est des détails, mais faire en sorte de faire une bonne passation, de prendre le temps aussi d'être reconnaissant envers son manager, envers les personnes avec lesquelles on a travaillé. Moi, ce que j'ai fait en partant, c'est que j'avais une liste d'une trentaine de personnes avec lesquelles j'avais le plus travaillé, et j'ai pris le temps, un café avec chaque personne pour les remercier. En fait. Chaque produit raconte une histoire. Et dans les coulisses de ces histoires, il y a des rêves, il y a des déclics, il y a des doutes. Product Story, c'est le podcast qui part à la rencontre de ces personnes-là qui entreprennent dans ce monde, qui le transforment, vraiment, qui font beaucoup de choses qui impactent ce monde. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un que je considère quand même comme un poids lourd. On aura l'occasion de discuter avec elle. Et installez-vous tranquillement, peu importe là où vous êtes. Voilà, un peu plus d'attention sur cet épisode parce qu'on va parler de beaucoup de choses qui sont assez spéciales. Donc, installez-vous tranquillement, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis, je dis, on est parti. Hello. 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 Vous allez bien? On va très bien. Très bien, Ça merci. va, Anaïs, Marie-Céleste? Très bien, merci. Et toi? Ça va bien. Ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas vu. Voilà, on est de retour vraiment pour avec un nouvel épisode. Et donc, voilà, c'est tout un honneur de t'avoir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on sera un peu dans un écosystème beaucoup plus tech. Voilà, je vais te laisser te présenter déjà dans un premier temps et puis après, voilà, on pourra dérouler. Avec plaisir. Ravie de... Déjà, merci pour l'invitation. Moi, je suis Marie-Céleste Maniakana. Je suis franco-congolaise. J'ai grandi entre la République du Congo, Pointe-Noire, et la France. Et aujourd'hui, si on s'arrête uniquement au titre professionnel, je suis entre deux professions, entre deux jobs, car je viens de démissionner de mon précédent job et j'en commence un autre bientôt. Ok. Voilà. Et dans le secteur de la tech, plus précisément. Ok. Je pense qu'on n'a pas beaucoup eu de personnes qui bossaient dans la tech jusqu'à présent. Quand même au début, ouais. Ouais, au début. Au début, mais ça ouais. fait un petit moment qu'on n'a pas reçu des personnes dans la tech. Donc ça nous donnera aussi d'autres perspectives par rapport à ça. Je pense que déjà, pour commencer, ce qui peut être intéressant pour nos interlocuteurs, c'est de te connaître déjà dès la base, un peu plus. Tu as dit que tu étais franco-congolaise, mais essaie de nous raconter un peu comment ta vie a commencé finalement. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis née en France. Ensuite, très jeune, je suis allée vivre au Congo. Ok. Donc, avec mes parents, en République du Congo, donc à Pointe-Noire, plus précisément. Okay. Et à mes 9 ans, j'ai dû quitter le Congo pour des raisons de santé. Je suis venue vivre en France quelques années, pendant 7 ans. Ah, pendant quelques années. 7 ans, c'est quand même assez long. Ça peut être long, effectivement, quand on est jeune. Donc, à mes 9 ans, donc, j'ai quitté le Congo. Je suis venue en France pour vivre avec mes frères et sœurs. Et je suis rentrée ensuite au Congo pour le lycée. Parce que ça allait mieux, tout simplement. Et donc, je suis rentrée au Congo pour le lycée. C'était important pour moi de me reconnecter au Congo parce que je savais qu'après, je devais aller faire mes études à l'étranger. Donc, c'était vraiment important pour moi de rentrer avant de repartir à l'étranger. Ouais. Et donc, j'ai fait mon lycée là-bas. Et ensuite, en étant au Congo, j'étais dans un lycée français. Okay. Qui s'appelle Charlemagne. Et pendant ces années de lycée, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage en fait, entre le fait d'être dans un lycée en Afrique, mais comme c'était un lycée français, on avait très peu de cours en fait, sur justement ce qui nous entourait, sur l'Afrique, sur l'histoire de nos empires, sur les royaumes. Enfin, moi, je reviens du Bénin, donc toute l'histoire des Amazones, je l'ai appris après le lycée, et je trouvais ça dommage. Et donc, à cette période-là, je me suis dit que je voulais approfondir en fait, les études africaines. Je voulais mieux comprendre le monde qui m'entourait. Donc, j'ai postulé, j'ai intégré Sciences Po, programme Europe-Afrique. Voilà. Tu as dit quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure, c'est que tu as choisi de rentrer au Congo. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par choisi? À 14 ans, en fait, tu as dit à tes parents, moi, je ne veux pas rester en France, je veux rentrer au Congo.
Oui, alors ça c'est une bonne question. C'était vraiment de me dire, en fait, j'avais déjà à 14 ans, je voyais déjà sur le long terme, je voyais déjà les 10 prochaines années. Moi j'ai 4 grands frères et sœurs et ils ont tous fait leurs études en dehors du Congo-Brazzaville. Donc je savais que c'était aussi ce qui m'attendait. Donc je me suis dit, en fait, si c'est ce qui m'attend, laissez-moi rentrer. Profiter de vous, profiter de ma famille, profiter de mes parents, profiter de ma vie là-bas avant de rentrer. J'avais déjà cette vision, je savais déjà comment allait se passer le post-bac, donc c'était vraiment important pour moi de rentrer. Ouais. Petite curiosité quand même, les parents travaillaient au Congo-Brazzaville, c'est ça? Exactement. Mes parents travaillaient au Congo-Brazzaville et donc quand j'étais en France, je vivais avec ma grande sœur qui était étudiante en France. Et c'était important pour eux aussi d'élever leurs enfants au Congo, ou bien eux, ils voulaient très rapidement que vous soyez peut-être en Europe, d'avoir une éducation beaucoup plus, je veux dire, je parle d'un enseignement beaucoup plus accessible, en fait, beaucoup plus développé. Alors, ça c'est plus une question pour eux, je pense. Mais non, mais ce que je dirais en tout cas de ma lecture, c'est que d'abord, c'est en fonction des opportunités. Mes parents font partie dans ma famille, ont fait le choix sont parmi ceux qui ont fait le choix de rentrer au Congo. Mais c'était aussi un choix en fonction des opportunités professionnelles. Donc, on est tous nés là-bas et moi, je considère que c'est une chance d'avoir pu grandir finalement entre les deux. Entre deux mondes, quoi. J'aime pas dire entre deux mondes parce que c'est sur le même monde quand même, mais en tout cas, oui. Deux réalités différentes, deux cultures différentes et j'en suis très reconnaissante d'avoir eu ce privilège-là grâce au choix de mes parents, en tout cas. Ok. Et du coup, tu dis qu'après, tu intègres Sciences Po. Oui. Et comment tu le fais déjà d'abord? Enfin, comment tu rentres? C'est quoi les process pour rentrer? Je pense que c'est un très bon point sur lequel je voudrais m'arrêter. C'est que, comme je disais, j'ai pu vivre quelques années en France. Et donc, je rentrais parfois en France pour les vacances, une fois, même quand j'étais au Congo. Et en parlant du fait que je suis intéressée aux African Studies, une amie du collège avec qui j'étais en France m'a parlé de Sciences Po et du programme Europe-Afrique. Moi, à l'époque, Sciences Po, c'était uniquement quelque chose que tu faisais pour faire de la politique en France. Et en master, pas du tout post-bac. Et donc, elle m'a partagé cette information, donc je me suis renseignée et j'ai commencé à travailler sur mes recommandations, à travailler sur mon profil, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus. Et j'ai postulé via la procédure internationale. Et ça, tu le savais depuis quelle classe? Que ça existait, Sciences Po? Oui, non, pas que tu voulais rentrer à Sciences Po. Je l'ai su, du coup, en première. En première. Donc, tu travailles depuis la première parce que je veux rentrer. Exactement. C'est en première que j'ai eu cette amie qui m'a parlé de Sciences Po. Et je me suis dit que j'allais travailler pour intégrer. Et pour moi, c'est un point très important de l'accès à l'information. C'est vraiment un point qui est hyper important. On ne se rend pas compte des opportunités auxquelles on passe à côté de tellement d'opportunités. Et surtout, moi, je parle de mon histoire en tant que jeune africaine qui n'a pas accès à toutes ces informations. La semaine dernière, j'étais au Bénin avec un ami qui a fait Sciences Po également. Lui, il a obtenu Sciences Po à travers une bourse. Et il a eu cette information grâce à un post Facebook par hasard. Et ça a été déterminant dans sa carrière. Aujourd'hui, il a un haut poste au Bénin et ça a été vraiment déterminant dans sa carrière. Donc, je pense que l'accès à l'information, c'est hyper important. Il faut communiquer. Il faut mentorer, il faut communiquer sur les opportunités qui existent. Il en existe pour tous les profils, mais parfois je trouve qu'on manque de ça en Afrique et que c'est pour ça que je pense que des plateformes comme la vôtre sont hyper importantes. Non, mais c'est vrai, il y a un truc que tu as dit qui est très important, c'est que même moi également, Sciences Po à la base, je pensais que c'était que pour faire de la politique. Pendant longtemps, et c'est après j'ai vu qu'il y avait des profils qui sortaient, qui faisaient du marketing, de la com, même de la finance. Ça me choquait tellement, je me dis, ok, d'accord. Donc, du coup, il y a plein de profils différents qui en sortent. Ce n'est pas que de la politique. Donc, du coup, c'est bien de le préciser également. Et ok. Et donc, du coup, tu rentres dans un programme qui s'appelle Europe-Afrique, c'est ça? Exactement. C'est spécialisé pour les relations entre l'Europe et l'Afrique, ou bien c'est plus la France et l'Afrique? C'est plutôt l'Europe et l'Afrique. Donc, c'est tout le programme de Sciences Po Paris, avec des cours quand même additionnels qui sont vraiment spécialisés sur la région Afrique. Donc, en droit, par exemple, on avait le cours autour de l'OHADA, donc l'Organisation des droits des affaires en Afrique.
On avait l'histoire africaine, on avait voilà, ce type de cours vraiment dédiés pendant 2 ans au continent africain, une réalité du continent africain, en plus de nos pairs qui étaient à Paris. Et moi, j'ai une question par rapport justement à ce programme. On parle d'un programme qui est designé pour faire le lien entre l'Europe et l'Afrique. Toi, ayant vécu quand même sur le continent africain pendant un certain temps, est-ce que tu trouves que c'était quelque chose qui était, entre guillemets, relativement légitime et surtout représentatif de la réalité que tu avais vécue aussi en termes de thématique, j'entends? Oh waouh, c'est une question complexe parce que dans tous les cas, ça nous a ouvert les yeux. Parce que on ne va pas se mentir, même en étant en Afrique, dans un pays, parfois on peut être aussi dans l'entre-soi, on peut être aussi dans un microcosme. Tout à fait. Donc le fait, moi je vous ai dit, j'étais au lycée français. Donc on peut vite évoluer dans un entre-soi. Donc déjà d'avoir des cours où on nous parle de l'histoire du royaume d'Abomey, déjà ça nous ouvre l'esprit. Après, c'est un continent qui est très riche. Je pense pas qu'en quelques cours pendant 2 ans, on arrive à couvrir l'ensemble des choses. Mais au moins, ça nous permet de développer un esprit critique et de développer une curiosité. Et ça, je pense que c'était l'objectif et je pense que c'était un objectif qui est réussi sur ce programme. Ouais. Ok. Et par la suite, après le programme Europe-Afrique, qu'est-ce que tu décides de faire? Oui, alors tu verras, en fait, moi, c'est à chaque fois, si j'ai vraiment réfléchi à l'instinct, on peut croire que j'étais assez stratégique à chaque fois, mais c'était vraiment à l'instinct du moment. Comme on dit, on fait des choix, après on les justifie. Voilà, c'est exactement ça. Et après, on raconte, et encore une fois, le pouvoir de la communication et du storytelling. Exactement. On raconte l'histoire autour. Mais effectivement, on raconte l'histoire, et donc sur le moment, après avoir fait ces African Studies, je me suis dit que c'était bien d'explorer autre chose. Et une autre région du monde. Et donc, je m'intéressais beaucoup à ce moment-là au développement des pays d'Asie, notamment d'Asie du Sud-Est, qu'on a beaucoup comparé aussi aux pays d'Afrique avant, il y a surtout les années 80. Oui, à l'époque, on était encore comparables. À l'époque, on était encore comparables, effectivement. Et donc j'ai postulé pour une 3e année à l'étranger à Hong Kong. Ok. Donc, j'ai fait ma 3e année à Hong Kong. Je me suis dit que c'était le meilleur moment pour le faire. Et à Hong Kong, j'avais mes cours. Mais ce que je faisais aussi à côté avec une amie, c'est du tourisme. Hong Kong, c'est un hub. Je recommande à tout le monde d'y aller au moins une fois. C'est un hub et c'est hyper intéressant comme ville. C'est une ville où il y a aussi beaucoup de personnes avec des profils internationaux. Et c'est une ville aussi de beaucoup d'entrepreneurs. Et d'entrepreneurs dans le sens où tout le monde va avoir un job, pas presque dans une organisation ou dans une entité. Mais c'est assez normal d'avoir à côté des projets ou des projets d'entrepreneuriat. Ok. Donc, très side business finalement. Beaucoup de side projects, beaucoup de side business. Et en fait, en rencontrant toutes ces personnes en dehors des cours, avec une amie, on s'est dit, en fait, c'est passionnant, ces gens-là sont passionnants. On va commencer à écrire sur ces personnes. Donc, on a lancé un blog qui s'appelle Drôle de Dame Hong Kong. Et on a commencé à réaliser des interviews, un peu comme ici, sur leur profil, etc. Et au bout de quelques semaines, ça prenait. On a une start-up qui nous a recrutés pour travailler sur leur communication pendant l'année d'échange. Et en fait, à ce moment-là, à la fin de mon année d'échange, je me suis dit, en fait, le master communication, pourquoi pas? Parce que finalement, ça fait un peu le lien avec ce que je faisais à ce moment-là. Ouais. Exactement. Donc, je suis revenue à Paris et j'ai intégré Sciences Po Paris en master communication et médias. Ok, donc en fait, est-ce que tu avais déjà une idée, entre guillemets, du master que tu choisirais à la fin de tes études, ou est-ce que c'est vraiment cette activité entrepreneuriale-là qui t'a mené à ce choix Non, je pense que c'est vraiment cette activité entrepreneuriale qui m'a menée à ce choix. Je pense que je suis arrivée en me disant que j'allais plus faire des relations internationales. D'ailleurs, ça peut toujours être le cas, au cas où cette interview sort dans 20 ans et que j'en fais, voilà, je le dis. Mais je pense que... Voilà, je suis arrivée avec des idées très précises à Sciences Po, faire du droit ou faire des relations internationales. Et en fait, au final, en me laissant porter au fur et à mesure par les expériences, je me suis dit que finalement, c'était la communication qui m'allait le mieux, en tout cas à ce moment-là, à cet instant T. Et donc, c'est à cet instant T que j'ai pris cette décision. Ouais. D'accord, très intéressant. Donc en fait, là, on voit quand même la force du faire avant
avant autre chose. Je pense qu'il y a aussi une question d'alignement. Oui. On parle beaucoup d'alignement dans ce podcast d'ailleurs. Mm-hmm. Et je pense que pour le coup, c'est un bel exemple de choix qui ont été dictés aussi par la réalité du terrain. Donc c'est assez intéressant. Et qu'est devenu ce blog Drôle de Dame Hong Kong? Est-ce qu'il a perduré? Est-ce que il a existé du coup pendant toute l'année. Après, bon, on a été un peu triste parce qu'en fait, on a perdu le nom de domaine. Donc, on a juste la page Instagram maintenant. Okay. Drôle de Dame HK, mais... c'est parce que vous ne l'avez pas renouvelé ou... On ne l'avait pas renouvelé et je pense qu'on n'était pas bien équipés pour ça à l'époque. Donc, on a perdu le nom de domaine. Mais je pense que c'est une histoire dont je parle encore aujourd'hui en entretien d'embauche. C'est sûr que ça convainc les recruteurs. Hein, quand on fait de la com. Je pense que mais au-delà de la communication, en fait, je pense que chaque métier aujourd'hui, un des critères qu'on va regarder de plus en plus, surtout à l'heure aujourd'hui des nouveaux outils d'IA et du fait qu'en fait les jobs changent, évoluent énormément. L'esprit critique, l'ouverture d'esprit, démontrer sa capacité à vouloir apprendre et à entreprendre peut être très utile. Demain, je n'exclus pas que je ne ferai pas de communication, par exemple, que je pourrais faire autre chose, mais je raconterai toujours cette histoire parce que ça montre une capacité de s'adapter et d'être ouvert. Et je pense que ce sera de plus en plus ce type aussi de soft skills qui seront recherchés dans des métiers parce qu'on risque parfois de postuler à des jobs qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ouais, et en plus, j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises maintenant cherchent des intrapreneurs qui peuvent lancer des projets ou même au sein des entreprises, les développer. Et donc, totalement. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, surtout dans le siècle qu'on est, tu peux pas te cantonner à certains skills qui sont juste là. Il faut s'adapter, en fait, parce que les métiers changent beaucoup. Après, faut pas mettre de côté l'expertise technique, et ça, je ne le renie pas. Totalement. Mais je pense que oui, effectivement, avoir des capacités, un bon relationnel, avoir un esprit critique, une ouverture d'esprit, c'est très important. Ouais. Et du coup, après ce master-là, tu entres dans la vie active quand même. Et comment ça commence? Du coup, est-ce que tu te lances en premier? Est-ce que l'école a compté aussi dans tes choix professionnels et tout? Je pense que à ce moment-là, je vais commencer par un conseil qu'un mentor m'a donné une fois. Okay. Il m'a dit parfois, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que tu veux résoudre dans ce chapitre de ta vie? Ok. Et donc, ça a été souvent mon fil rouge, en fait. Donc, j'ai commencé, je me suis dit, ce que je veux résoudre dans mon chapitre de ma vie, c'est je veux mieux comprendre mon continent. Ensuite, ça a été, je veux découvrir. Et ensuite, autre chose. Et ensuite, ça a été, je veux approfondir dans les métiers de la communication. Et donc là, j'arrive dans ce chapitre de ma vie où je veux approfondir qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aujourd'hui, la communication. Donc, j'ai fait un maximum j'ai essayé d'avoir un maximum d'expérience dans ce domaine-là. Donc, j'ai travaillé en stage aux événements chez Louis Vuitton. J'ai été dans un stage dans un cabinet de communication de communication digitale. J'ai travaillé au MEDEF International sur des relations investisseurs. Donc, j'ai fait vraiment plusieurs pans de la communication parce que je me suis dit, il faut que j'approfondisse cette curiosité. Et ensuite, c'était la recherche du premier emploi. Je fais partie de cette génération de diplômés Covid. Donc, c'était très délicat de trouver un premier emploi à cette période. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé à côté pendant mes études. J'ai été l'assistante d'une personnalité publique à côté. Donc, l'idée, c'était vraiment d'accumuler en fait les expériences pour avoir quelque chose à démontrer. Je pense qu'on l'a tous vu en sortant d'études, la recherche du premier emploi, et on n'a pas forcément d'expérience. Et on voit sur la fiche de poste minimum 3 ans d'expérience. On se dit, mais alors, qui recrute à 0 année d'expérience finalement? Et donc, vraiment accumuler ces expériences, c'était vraiment important. Donc, c'est un truc que je conseille vraiment aux gens, que je recommande. C'est essayer d'entreprendre, essayer d'avoir des idées, de les faire prospérer, d'en parler autour de vous, parce que parfois c'est ça aussi qui va être valorisé dans la recherche de votre premier emploi, ou même si vous souhaitez devenir entrepreneur. Ouais. Et donc, moi, j'aimerais revenir sur deux choses quand même. Là, tu dis que tu as été une assistante personnelle d'une personnalité publique. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu arrives en fait
à travailler pour cette personne-là? Si peut-être il y a des tips que tu peux donner à peut-être des personnes qui veulent... Ça a vraiment été le réseau, en fait. Le réseau, ouais. Ok. Ouais, ça a vraiment été le réseau. C'est un ami qui m'a recommandé. Ok. C'est un ami qui m'a recommandé parce qu'il savait comment je travaillais, il connaissait mon sérieux, il savait tout ce que j'avais fait à Hong Kong, que ce que j'avais communiqué aussi sur ce que j'avais fait à Hong Kong. Donc, ça a aidé aussi, je pense, à pousser mon profil, ouais. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, après, ça va t'aider à découler sur ton premier job en vrai, c'est ça? C'est ça. Alors, c'était absolument pas simple et je veux absolument pas faire croire que c'est quelque chose de simple pour moi d'être rentrée dans mon premier job. Mon premier job, c'était du coup responsable communication chez Google. Ok. Mais avant ça a été très compliqué parce que j'étais en période du coup où je trouvais pas même de stage et d'alternance. Et donc, j'étais un petit peu désespérée. Et en fait, j'avais un tableau de personnes que je contactais à ce moment-là dans le secteur de la tech. À ce moment-là, c'était la curiosité à m'amener vers le secteur de la technologie. Et pour plein de raisons, j'étais rentrée au Congo, j'avais rencontré des start-upers et je me disais, en fait, la tech, c'est trop important. On parlait de l'accès à l'information tout à l'heure. C'est vraiment... la tech peut vraiment révolutionner le monde, en fait. Donc, je voulais rentrer dans ce secteur-là. Et donc, j'ai contacté énormément de personnes sur LinkedIn. J'avais un tableau de suivi. C'était assez impressionnant. Et j'avais jamais de réponse, forcément, comme tout le monde. Et un jour, j'ai une personne qui m'a répondu. Et on a eu on s'est appelé. On s'est appelé. Et mon objectif, c'était vraiment de comprendre son parcours. Comment elle en était arrivée là. Et cette personne-là travaillait chez Google. Ok. Et à ce moment-là, je me disais absolument pas que j'allais avoir un jour un job chez Google. Je me disais, c'est trop la grosse boîte, impossible à obtenir. C'était vraiment trop loin pour moi. Et donc, j'ai échangé avec elle. Je lui ai posé des questions sur elle. Et on a raccroché. Et quelques jours après, elle me rappelle, elle me dit, mais en fait, on a juste parlé de moi, donc j'aimerais qu'on parle de vous également. Et donc là, j'ai commencé à parler, à préparer. Donc, j'ai parlé de mon expérience à Hong Kong, j'ai parlé de mes études, j'ai parlé de tout ce qui m'intéressait, sans arrière-pensée finalement. Et quelques mois après, elle me rappelle pour me dire qu'il y a un CDD qui est ouvert dans son équipe. Okay. Et donc, le CDD ouvre dans son équipe, donc je postule. Je me rappelle, je postule. Mon premier entretien a lieu... En fait, elle m'appelle pour me dire on ouvre un poste. Êtes-vous disponible demain pour un entretien? Et lui, non, demain, je ne peux pas. Je prends l'avion pour rentrer au Congo pour les vacances de Noël. Elle me dit d'accord, après-demain. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je prépare cet entretien dans l'avion. et donc, j'obtiens du coup le poste en CDD. Et je sais que c'est un sujet qui revient souvent quand on me pose des questions, c'est comment j'en suis arrivée là. Je dirais, c'est pas cet entretien qui a tout changé et qui a été déterminant. C'est en fait toute la préparation en amont. Parce que cet entretien, il a duré 20 minutes. À la fin du mois de décembre 2020. J'ai commencé à me préparer sur ce type d'entretien, en fait, sans me rendre compte, mais dès mars 2020. Parce que j'ai refait mon CV de la manière qui est recherchée par les boîtes américaines. J'ai fait énormément de networking pour comprendre comment ces boîtes fonctionnent. J'ai fait j'ai passé des tests en amont. Je me suis vraiment beaucoup préparée pour en fait que quand ce moment arrive et qu'on me demande mon CV, il est prêt, tout est prêt en fait. Et ça, c'est hyper important de se dire, parfois le temps long, surtout quand on est jeune, on le comprend pas parce qu'on veut tout de suite, mais le temps long, il est hyper important et que tous les efforts qu'on fait, on se rend pas compte, on va pas avoir les fruits tout de suite, mais ça va être déterminant parce que le moment où ça va arriver, en fait, il faut être prêt. Et donc, il faut être prêt. Ouais, c'est un peu comme ceux qui disent que la chance, c'est juste une opportunité qu'ils rencontrent en fait des personnes qui sont assez potes. Je sais pas c'est quoi la bonne expression, mais c'est en gros en fait, c'est pas du hasard juste comme ça, quoi. Il faut être prêt, il faut le préparer et une fois que l'opportunité est là, du coup tu l'as saisie. Mais du coup ça m'emmène aussi à te poser une autre question quand même. C'est, je crois que beaucoup rêvent de rentrer dans les grosses boîtes tech américaines quand même. Et je sais que toi c'est passé par ce canal-là parce que tu es aussi parti chercher
au moins de construire en tout cas un relationnel sur LinkedIn, etc. Mais pour quelqu'un qui veut rentrer dans ce genre de boîte, qui veut rentrer chez Google aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, moi, la première chose que je dirais, c'est de poser les bonnes questions. Okay. Il faut se poser la question. Moi, ma manager me disait toujours, c'est quoi le why? Et je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé toute ma vie. C'est, on ne se dit pas, je veux rentrer chez Google parce que c'est Google. Il faut se poser les bonnes questions. C'est quel job que tu veux faire? Okay. Quel problème tu veux résoudre? Et je pense que c'est, il faut enlever un peu le vernis, un peu prestige, et se poser vraiment les bonnes questions. Parce que, en fait, en entretien, ça se voit, une personne qui est là juste pour le titre et une personne qui a vraiment préparé le sujet. Je vais raconter une anecdote, un retour en arrière. J'ai fait un stage chez Louis Vuitton en événementiel. Et c'était à ce moment. En fait, je sortais d'un stage en cabinet de conseil où j'étais tout le temps derrière mon écran. Et moi, je me disais, en fait, là, il faut que je bouge plus. Donc, je cherchais un stage en événementiel. Et Louis Vuitton, j'ai le luxe parce que gros budget. Donc, c'est hyper intéressant de travailler dans les événements quand on a énormément de budget, de ressources, etc. Et en plus de créativité. Donc, j'ai postulé pour ce stage chez Louis Vuitton. Et je l'ai eu. Alors que je n'avais aucune expérience dans le luxe. Je me rappelle d'avoir eu des amis qui se moquaient de moi parce que je disais chaussures à la place de souliers. Donc j'étais vraiment déconnectée un peu de ce monde-là. Et donc j'ai posé la question à la personne qui m'a recrutée chez Louis Vuitton, pourquoi moi? Et elle m'a dit, tu sais, un des trucs qui nous a marqué dans ton entretien, c'est que à aucun moment tu n'as parlé du fait de ton rêve de rejoindre le luxe. Tu nous as parlé de pourquoi tu voulais rejoindre l'événementiel et pourquoi tu étais pertinente pour l'événementiel. Et on n'a jamais eu de candidat comme ça. On n'a jamais eu de candidat qui ne te déroule pas en fait le discours de pourquoi le luxe, mais te déroule le discours de pourquoi ce job. Et donc moi, je pense que c'est le premier conseil que je donnerais, c'est concentrez-vous sur le why, concentrez-vous sur le pourquoi. Parce que je trouve qu'on passe parfois trop de temps à se dire je veux juste travailler dans la tech, juste travailler dans le luxe. Et en fait, on ne se pose pas les questions des réalités du métier. Et c'est ça qui va vous démarquer. Démontrer votre compréhension du poste. Parce qu'une boîte comme Google, et en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'entretiens. Un des entretiens, c'est, ils appellent ça le Role-Related Knowledge. Donc, ils vont regarder c'est un entretien qui est dédié en fait à votre compréhension du poste. Donc, votre why, vous devez le travailler vraiment bien. Il y a une partie qui va être dédiée aussi au leadership. Donc, on va essayer d'analyser votre capacité à travailler en tant que presque une leader d'équipe, sans avoir ce pouvoir hiérarchique. Parce que dans des boîtes comme Google, les boîtes américaines, les boîtes tech, il faut savoir que vous allez vous retrouver souvent dans des projets, qu'on appelle des projets cross-fonctionnels. Vous allez travailler avec d'autres équipes, mais c'est d'autres personnes parfois qui sont parfois plus seniors que vous, mais qui vont être un peu sous votre direction parce que vous êtes un peu la chef de projet. Donc ça, c'est des trucs qui vont être étudiés. On va étudier aussi votre googliness, donc ça va être un peu l'humilité intellectuelle. Donc c'est ce type de choses qu'on va essayer de creuser chez vous. Donc moi, je dirais vraiment travailler votre why, travailler le discours aussi autour de l'impact, votre discours autour de l'impact que vous avez eu. Et voilà, c'est ce que je dirais en priorité. Ok, donc c'est ça qui te fait démarquer vraiment auprès de ces entreprises-là. Est-ce que tu penses que l'école aussi compte, le diplôme, les compétences, ou c'est plus cet aspect-là qui va beaucoup plus te démarquer? Je pense que les deux comptent. Ok. Je pense que le fait d'avoir fait Sciences Po m'a aidé aussi. Mais ce qui est intéressant avec les boîtes de tech, c'est que, comme je disais, il y a plusieurs critères qui vont regarder dans le fil des entretiens que tu vas passer. Et donc, l'école va compter, mais elle va compter pour un petit pourcentage. Et surtout, au fur et à mesure des entretiens, en fait, le diplôme, il est là, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais ramener? Qu'est-ce que tu as compris du sujet? Quel est ton impact? Est-ce que tu sais travailler en équipe? Est-ce que tu as une curiosité? Un point aussi qui est très important, on va aussi regarder ta capacité ou ta volonté à apprendre et à réapprendre. Parce que les métiers évoluent très vite. C'était déjà le cas il y a 5 ans, mais je pense que c'est encore plus le cas aujourd'hui. Donc on va beaucoup regarder ce type de capacité cognitive finalement. Ok.
Ouais. C'est super intéressant. Et donc, toi, tu rentres en tant que... Enfin, en pôle communication. Exactement. Donc, au sein de la direction de la communication de Google France. J'arrive junior à 24 ans dans cette boîte. Et on me fait confiance. Et donc, je fais 1 an en CDD. Et après, je repostule quand ils ouvrent un poste dans l'équipe. Je repostule en CDI. En CDI, ouais, au même titre que tout le monde pour un CDI. Ouais. Ok, ça a été beaucoup plus facile parce que tu étais déjà dans la boîte, ou tu penses que tu repasses pas les mêmes process que même les gens qui viennent de l'extérieur, enfin qui postulent en externe? Alors, sur le papier, tu repasses les mêmes tests que tout le monde. Ok. Je pense que alors, d'un côté, ça peut être plus simple parce que tu connais un peu plus les codes, etc. Mais ça peut être aussi un piège parce que on va être aussi plus exigeant envers toi. Moi, je suis vraiment partisane de ne jamais se dire ça va être plus simple maintenant. Parce que c'est là que le piège arrive. Il faut toujours... Et qu'on se relâche. Donc, non, je l'ai préparé encore plus que la première fois parce que du coup, j'avais mieux compris comment préparer le why, etc. Donc, je l'avais encore plus préparé que mes premiers entretiens. Et c'est surtout de se dire, c'est important que les gens, quand tu obtiens le poste, quand j'ai obtenu le poste, de moi-même me dire à moi-même, j'ai eu ce poste-là parce que je le méritais, parce que je l'ai travaillé, et que les autres le sachent aussi. Donc non, c'est important de le préparer au même titre que n'importe quel entretien. Ok, parfait. Ça m'amène encore à une autre question. Je vois aussi que Google fait beaucoup de choses en Afrique. Oui. Et j'ai vu aussi sur LinkedIn que tu étais beaucoup sur ces sujets-là. C'est des demandes que tu as fait personnellement ou bien tu as été plutôt positionné sur ces sujets-là? Alors non, moi je me suis auto-positionnée. Tu sais, c'est comme quand j'avais 14 ans. Elle a dit bon. Je me suis auto-positionnée. Je pense que et je pense que ça revient aussi à mon parcours franco-congolaise. Il y a toujours eu ce sens de j'ai toujours eu envie de mettre en avant les talents africains. Okay. J'ai toujours eu envie de contribuer à raconter notre histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que chez Google, il y avait cette possibilité-là. J'ai identifié une fenêtre de tir, on va dire. Et en fait, je me suis dit, en fait, il se passe plein de choses. Et en France, on a énormément de personnes qui pourraient s'intéresser à ce que Google fait en Afrique. Donc, j'ai pitché le sujet à mes managers en disant, voilà, moi, ce que je vous propose, en plus de ce que je fais dans mon job, je vous propose, et j'étais très précis sur le fait que ça n'allait absolument pas impacter mes résultats et mon impact sur mon core job. Okay. Je leur ai dit, en plus, ce que je vous propose, c'est de pitcher ces histoires africaines, ces talents africains qu'on a sur le continent, ces talents, ces solutions qui sont développées depuis le continent et pour le monde, auprès de médias en France, auprès de médias internationaux. Et ils ont été hyper réceptifs. Et donc, c'est là que j'ai commencé à le faire, en plus de mon job. Okay, donc ça a toujours été quelque chose en plus. Et je pense que j'ai écrit là-dessus, c'est, je pense aussi, le fait de faire partie de la diaspora qui m'a aussi amené à ça. Ouais. Est-ce que tu penses que la diaspora a une responsabilité envers le continent? Je pense la diaspora africaine. Oui, la diaspora africaine, je ne dirais pas responsabilité parce que ce serait beaucoup trop... arrogant et de dire une injonction que je déteste. Donc, je ne dirais pas que c'est une responsabilité. Moi, ce que je dirais plutôt, c'est que si vous faites partie de la diaspora africaine et que vous vous demandez et vous vous posez la question de est-ce que je peux contribuer ou pas, la réponse est oui, tu peux contribuer. Et oui, tu as ta place. Et oui, on a besoin de toi. À tous ceux qui le souhaitent. Moi, j'ai été longtemps, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que j'ai ma place pour contribuer ou pas à ces sujets. Et en fait, en réalisant ma place à Paris, en mettant ce que j'étais capable de faire, en mettant en avant ces talents africains sur la scène internationale, dans les médias internationaux, je me suis dit, en fait, oui, j'ai ma place. Je contribuais aussi d'une autre manière. Et moi, j'identifie 4 modes d'action sur ces sujets-là, qui sont un peu ma boîte à outils. Y en a qui sont, je trouve, assez gratuits. C'est ce qu'on disait, le pouvoir du storytelling. On appelle ça moi, j'appelle ça le narrative ownership. Donc, comment on va utiliser nos plateformes pour mettre en avant des success stories, pour mettre en avant des choses, des initiatives du continent. Oui, nous, on a checké ça. On a checké ça.
Je recommence. Non, c'est-à-dire que dans ta boîte à outils, le premier point... On a déjà checké un premier point. Nous, on raconte déjà aussi des success stories. Exactement. Voilà. Donc, le narrative ownership. Il y a aussi, quand on commence à avoir du budget, se dire, en fait, comment on peut le dépenser pour soutenir des entrepreneurs ou des associations, ou de manière qui ne soit pas uniquement purement de la consommation, mais aussi soutenir des initiatives. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Zema Ventures, qui permet aujourd'hui de rejoindre des plateformes de business angels qui soutiennent des entrepreneurs en Afrique. Donc on a l'investissement, on a le narratif, on a le temps. Comment est-ce qu'on peut aussi allouer une partie de notre temps à du mentoring, à des associations qui sont dédiées au community building, qui vont connecter en fait les talents africains au reste du monde. On parlait tout à l'heure de l'accès à l'information. Mais comment on fait en sorte que ces talents africains aient accès aussi à l'information au même titre que d'autres. Et le dernier mode de pouvoir que je vois, c'est mais en fait, l'institutional leverage, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, en tout cas chez Google, c'est en ayant une place là où j'étais, au sein de mon organisation, comment j'essaye d'utiliser ma place autour de la table pour mettre ces sujets sur la table et pousser un peu des ressources et mettre la lumière sur ce qui se passe sur le continent. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, et je veux juste revenir rapidement sur ce dont tu parlais tout à l'heure quand tu disais que tu t'es positionné sur des sujets Afrique, parce que tu le dis de façon très naturelle, mais en réalité, tu as créé un job. Parce que on passe dessus comme si c'était une anecdote comme ça, mais en réalité, tu avais un job. Oui. Tu avais une fiche de poste définie. Oui. Tu étais payé pour ça. Oui. Et puis, dans l'entreprise, tu as dit non. Le travail, c'est bien, mais on va rajouter autre chose. Hein? Et je pense que c'est important d'appuyer dessus parce qu'il y a énormément de success stories dont on parle dans notre podcast et qui sont même visibles sur Internet, etc. Mais je pense que c'est important de rappeler à tout le monde et aux gens en général que on ne peut rien accomplir sans travail, en fait. Enfin, tu as réussi à créer un écosystème qui t'a fait confiance aussi parce que tu as démontré ta capacité à être force de proposition. Les recruteurs aiment beaucoup ce mot, hein, mais je pense que là, on est dans le cas typique. C'est-à-dire que tu as réussi à la fois à être dans l'alignement, dans les sujets que tu voulais aborder. Donc, tu es resté sur des thématiques Afrique, Europe. Et en même temps, tu as réussi à créer un job au sein d'une organisation internationale. Enfin, je sais pas si... C'est pas anecdotique, en fait. Je pense que c'est la curiosité. Après, attention, je pense que je l'ai fait à partir du moment où j'ai commencé à être à l'aise, confortable dans mon job. Il faut le préciser. Et ça, c'est hyper important. Ça t'a pris combien de temps d'être vraiment à l'aise et confortable? Est-ce que je l'ai été vraiment un jour? Ah là là. Non, je pense que... Mais en fait, moi, je suis un peu une overachiever, donc c'est comme si tu me disais à quel moment tu étais parfaite dans ton job. Je te dirais je ne peux pas répondre à cette question. Toujours pas. Je ne peux pas te répondre à cette question. Bon, du coup, t'es responsable. Pense qu'à bout de combien de temps tu as été... Au bout de combien de temps tu as proposé ton idée? On va partir sur ce. Au bout de combien de temps? Je pense au bout d'1 an et demi. Ok. J'ai commencé à le proposer. Après, c'est aussi un mix de choses. C'est aussi venu à moi. J'ai toujours aussi été assez vocale, que ce soit en interne ou en externe, sur mes intérêts aussi. Donc, c'est un conseil que tu donnes de beaucoup s'exprimer en entreprise? Je pense que ça dépend. En fait, je pense que ça dépend de l'organisation dans laquelle tu es. Je pense que la première étape, quand on rejoint une organisation, c'est de pouvoir la lire et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Toutes les organisations ne fonctionnent pas de la même manière. Une entreprise comme Google ne fonctionne pas de la même manière qu'une entreprise ou une start-up en France, qu'une organisation, qu'une entité publique. Enfin, il faut comprendre d'abord les dynamiques avant toute chose. Il faut bien faire ce pourquoi on est payé. Tu m'as parlé du fait que j'ai créé une fiche de poste, mais attention, la première étape, c'était toujours de checker ma fiche de poste. Bien sûr. Et ce pourquoi je suis payée. Ouais. Ça n'a jamais... Et ça a été toujours la priorité. Parce que le problème aussi de ce type d'initiative, je pense, qui peut être aussi un risque, c'est que quand on aime faire plein de choses, qu'on aime être force de proposition, etc., c'est qu'on peut vite se retrouver à faire plein de choses et du coup à devenir moyen. Et après, à être dépassé par... et après, en fait, c'est ce qu'on va nous reprocher après.
On va arriver à la fin de l'année, à l'étude de ton impact, et on va te dire oui, mais tu as été moins impactante sur ce qu'on t'a demandé parce que tu faisais plus de choses. Donc finalement, tu dois être encore plus rigoureux et encore plus dans l'excellence quand tu es dans un mode où tu veux faire plus que ce qui t'est demandé, pardon. Donc, il faut avoir ça en tête. Il faut avoir cette culture de l'excellence. Et je pense que oui, de toute façon, quand on vient de la diaspora, quand on a plusieurs cultures, etc., c'est quelque chose qu'on connaît aussi. Hein. Ouais. On dit qu'en Afrique, tu peux tout faire. Hein. Tant que tu as défini dans quelle direction tu veux aller. Ouais. Mais non, moi, je pense que c'est important de le rappeler, effectivement, de poser quand même les jalons de ce dont on parle, parce que, effectivement, comme tu l'as dit, il faut lire déjà dans quelle boîte on se situe, parce que toutes les boîtes ne sont pas forcément à même de donner un terrain pour s'exprimer de la même manière. Il faut prouver, parce que quand tu entres dans une entreprise et que tu es en CDD ou en CDI, dans tous les cas, c'est à durée indéterminée, mais ça peut quand même prendre fin. Tout dépend de ce que tu prouves. Et après, il faut savoir aussi saisir les opportunités comme tu l'as décrit. Donc, je pense que c'est intéressant, même pour les auditeurs, de se rendre compte du parcours et de se dire aussi que, en fait, on fait beaucoup de comparaisons entre le salariat et l'entrepreneuriat. Il y a des différences, effectivement, mais je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneur, pour moi, qui a été un mauvais salarié. Ou en tout cas, il a pu devenir un mauvais salarié quand il a voulu commencer à basculer vers l'entrepreneuriat de façon concrète. Mais en fait, pour moi, c'est des choses qui se rejoignent énormément dans la force de travail, dans la manière d'impacter les choses et le monde en général. Donc, je pense que c'est important à souligner aussi. Oui, totalement. Et du coup, tu rentres dans une boîte de tech quand même si tu fais de la com, donc tu as pu t'adapter sur beaucoup de sujets tech. Ouais. Ça aussi enrichit ta culture tech. J'ai vu que tu t'intéresses beaucoup aussi à l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça a commencé cette histoire d'intelligence artificielle déjà? Je vois que tu participes aussi à des conférences et tout. J'organise. Ah, d'accord. Tu organises plutôt des conférences. Participer et organiser, c'est pas la même chose. Hein. Et comment ça commence? Et tu peux nous parler aussi, il y a une conf que j'ai vue qui s'appelle Deep Learning Indaba. Est-ce que c'est spécifique au continent africain? Parce que j'ai vu beaucoup de géants de la tech qui participent à ça. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Comment l'IA vient, en fait? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode aussi? Oui, totalement. Déjà, effectivement, quand tu travailles dans les métiers de la communication, on va te demander de comprendre quand même les sujets sur lesquels tu travailles. Moi, sur 5 ans, j'ai été amenée à couvrir les produits hardware, Pixel, les produits software comme le moteur de recherche Google Maps. Et j'ai terminé avec la recherche en IA appliquée au domaine de la santé et la recherche contre le cancer du sein. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup de sujets différents. La révolution de l'IA générative, ça a touché tout le monde en 2022, je rappelle ça. À peu près, ouais. Fin 2022. Ouais, 2022, ouais. Ouais, avec ChatGPT. Et donc... moi, je me suis toujours intéressée à la tech au service des entrepreneurs parce que j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs quand je suis rentrée au Congo. Et en fait, je me suis rendu compte que ça peut permettre vraiment de passer une étape de leapfrog, en fait. De passer une étape pour résoudre des sujets comme l'accès à l'information, l'inclusion financière, l'automatisation des femmes. Enfin, il y a plein de sujets auxquels ça peut répondre. L'apprentissage, etc., l'accès à la culture, enfin... Il y a plein de sujets sur lesquels les nouvelles technologies peuvent aider, plein de sujets sociétaux. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée à ces sujets. Et ce que je disais sur le fait d'être assez vocale finalement sur les sujets qui m'intéressaient, une fois, j'ai une directrice de la recherche qui m'a dit, écoute, j'ai été contactée par une organisation qui s'appelle Deep Learning Indaba, qui est spécialisée sur l'Afrique. Je sais que toi, tu t'intéresses à l'Afrique. Est-ce que tu voudrais parler avec eux ? Et je dis oui, totalement. Et donc, je suis rentrée en conversation avec eux. Et en fait, eux, ils ne le savaient pas, mais j'arrivais avec un pitch dans ma tête. C'était une lettre de motivation, en fait, pour qu'ils me prennent dans l'organisation. Et donc, je les ai rencontrés. Eux, ils pensaient que c'était juste un café. En fait, non, c'était un entretien d'embauche. Et donc, à la fin, je leur ai dit, du coup, je commence quand avec vous. Ah oui, d'accord. Et donc, et je les ai rejoints comme ça. J'ai montré que je parlais déjà d'eux dans le cadre de mon travail, que je parlais déjà d'eux sur mon profil LinkedIn. Donc, je leur ai dit que j'étais parfaite pour le job, quoi. Et donc, c'est comme ça que je les ai rejoints.
Je les ai rejoints. Donc, Deep Learning Indaba, qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse conférence annuelle qu'on organise chaque année dans un pays africain. Et c'est parti du constat que quand on regarde aujourd'hui les grosses conférences d'intelligence artificielle comme NeurIPS aux États-Unis, ce sont des conférences où tu vois très peu d'Africains. Tu vois très peu d'Africains, tu vois très peu de chercheurs africains qui présentent leurs papiers de recherche. Et donc, c'est des chercheurs de Google sud-africains qui se sont dit, en fait, on va créer notre propre conférence par des Africains et pour des Africains. En plus de ça, on va le faire encore. Par nous et pour nous. Toujours, par nous et pour nous. Et on va le faire chaque année dans un pays différent, en plus. On se rajoute une complexité parce que pourquoi pas. Donc, et on va le faire en une semaine. Ah oui, bien sûr. C'est toute une semaine. Donc, pendant toute une semaine, l'idée, c'est vraiment de renforcer la communauté d'intelligence artificielle en Afrique. Et donc, pendant toute une semaine, on va avoir des conférences, on va avoir des workshops, on va avoir des soirées culturelles, des entrepreneurs qui vont pitcher, etc. Et donc, on va avoir ça pendant toute une semaine. Et l'idée, c'est vraiment de réunir à la fois la communauté d'IA internationale. Donc, on va avoir Google, OpenAI, Microsoft qui sont partenaires et qui sont sponsors. Et on va avoir, bien sûr, la communauté de recherche en IA africaine. Okay. Et on va les réunir pendant une semaine. Et l'idée, c'est de réunir entre 800 et 1000 personnes à chaque fois. Donc, on a fait Kigali, on a fait Johannesburg et Cape Town, on a fait le Tunis, on a fait le Sénégal, on a fait le Kenya, le Ghana. Cette année, on va au Nigeria. C'est à peu près à quelle période de l'année ? C'est la dernière semaine d'août ou la première semaine de septembre. Okay. Et en fait, chaque année, on reçoit parce que du coup, on demande aux jeunes chercheurs de postuler en nous envoyant leur papier de recherche. Et chaque fois, on a autour de plus de 5000 demandes pour participer. Et on peut en accepter en général que 500 max. Donc, il y a un vrai travail d'acceptation en fait, de ces projets de recherche. Et vraiment, l'idée, c'est qu'ils rencontrent des chercheurs comme eux en Afrique, mais aussi en dehors de l'Afrique. Et un point qui est hyper important, c'est qu'on lève chaque année à peu près $1 million pour cet événement. Okay. Pourquoi ? Parce que c'est hyper important aujourd'hui pour la communauté de se réunir, sauf qu'il y a une énorme barrière à l'entrée, que ce soit pour les billets d'avion, les visas. Voyager en Afrique, entre pays d'Afrique, c'est très compliqué. Tu vas à Johannesburg, tu remontes en France et puis tu redescends. C'est très compliqué. C'est compliqué. Pour les visas, c'est très compliqué, même quand on est chercheur. Les moyens aussi pour rester une semaine quelque part. Donc, en fait, on paye en fait des bourses pour 300 chercheurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que de là naissent énormément de projets. Et c'est là la force de juste les gens se rencontrent. Et enfin, on a tellement de success stories d'entreprises, d'associations qui se sont créées parce qu'ils se sont rencontrés à Indaba. Je vous donne un exemple. Les Lapa AI, c'est une entreprise qui s'est créée par des chercheurs qui se sont rencontrés à Deep Learning Indaba. Et en fait, ils se sont dit, aujourd'hui, ChatGPT est majoritairement entraîné sur des modèles d'IA en anglais. Donc, on va créer nos modèles sur nos langues africaines comme le zoulou et avec nos réalités linguistiques. Et on va du coup vendre ces solutions à des entreprises qui opèrent en Afrique pour des outils de transcription, de traduction instantanée, etc. Donc, c'est des gens qui se sont rencontrés à Indaba et on en est très fiers. Et c'est ouvert aussi à un grand public qui ne fait pas de la recherche forcément. Oui, alors on ouvre de plus en plus maintenant à des entrepreneurs. Okay. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait beaucoup de recherche fondamentale, un peu de recherche appliquée. Là, maintenant, on a aussi des entrepreneurs qui viennent. On a des investisseurs qui viennent. Vous pouvez venir aussi avec votre média. Donc là, c'est moi qui vous pitch. Donc venez au Nigeria, venez voir ce qu'on fait. C'est bien comme c'est filmé. Hein. On va postuler. Donc, si vous postulez, vous passez par moi et on peut s'arranger pour raconter des histoires aussi. Okay. Et ce qui est intéressant aussi sur cette organisation, c'est qu'on fait en sorte d'avoir minimum 2 personnes par pays africain. Pour avoir de la représentativité. Donc, pour le Nigeria, on ne va pas avoir de mal. Le Cameroun, on ne va pas avoir de mal, mais des plus petits pays comme le Lesotho, on fait en sorte d'avoir minimum 2 personnes qui viennent de là. Donc, on est vraiment sur un mouvement panafricain. J'inclus bien sûr l'Afrique du Nord dedans. Et aussi une représentation aussi en termes de genre. On pousse pour avoir minimum 40% de femmes.
Donc, on va avoir des chercheurs, effectivement, des profils assez techniques, mais aussi, on va avoir aussi des chercheurs en sciences sociales. Parce que l'idée, aujourd'hui, quand on parle des enjeux autour de l'intelligence artificielle, il faut aussi parler des enjeux de gouvernance. Il faut parler aussi des enjeux, comment on intègre nos réalités locales. Donc, il y a aussi des enjeux sociétaux qu'il faut intégrer. Et donc, il faut être capable d'avoir aussi ces discussions-là. Et on n'est pas obligé d'avoir un profil technique pour comprendre sur comment, des sujets sur comment mieux gouverner l'intelligence artificielle en Afrique, quoi. Intéressant. Toi, comment tu vois le marché de l'IA un peu en Afrique? Le document qu'on partage, j'ai vu qu'actuellement, on est à peu près à 4,5 milliards de dollars et on vise les 18 milliards à peu près en 2030. Donc, en termes de croissance, c'est quand même c'est très élevé. Toi, comment est-ce que tu vois, est-ce que tu penses que c'est vraiment un secteur dans lequel il faut aujourd'hui investir? Je pense que c'est un secteur sur lequel il faut investir. Après, je n'aurais pas la prétention de dire qu'il faut tout miser là-dessus. Parce qu'il y a quand même énormément de défis encore aujourd'hui. Il y a des défis en termes d'infrastructure. Oui, surtout. Infrastructure, cloud. Même environnementaux, hein, parce qu'avec la conjoncture actuelle... Effectivement. Ouais. Mais non, je pense que oui, c'est des sujets sur lesquels, en tout cas, il faut s'intéresser. Il faut s'y intéresser déjà à titre individuel. Je pense que moi, j'encourage absolument tout le monde aujourd'hui à prendre en main ces outils. Il y en a énormément qui sont gratuits. Oui. Tu as des noms, je sais qu'il y a beaucoup d'outils de Google aujourd'hui. Bien sûr. Il y a, Antigravity. Il y a Google, comment ça s'appelle encore là? Tu connais bien, hein? Ouais, il y en a certains que j'utilise quand même. Il y a le nom m'échappe qui te permet de faire limite un podcast avec le contenu que tu lui donnes. Notebook LM. Notebook LM, voilà, ouais, c'est ça. Notebook et si tu as certains à nous partager aussi, pourquoi pas? Oui, mais en fait, c'est tout ce que tu dis là. Et juste utiliser, en fait, je pense qu'il faut maîtriser ces outils d'IA par rapport aussi au sujet qui nous passionne et par rapport à ce qu'on a envie de faire. Par exemple, imaginons, je suis une personne qui réfléchit à lancer ma marque de vêtements. On va commencer par le truc primaire. L'outil que tout le monde connaît, c'est ChatGPT, c'est Gemini, c'est Perplexity. Demandez à Perplexity quel outil je peux utiliser pour améliorer ma productivité d'IA grâce à l'IA, en fait. Et approfondissez vraiment tout ça parce que ça va, dans tous les cas, ça va vous être utile. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, demain, vous allez dans un entretien d'embauche, vous dites que vous maîtrisez ces outils, ça va vous mettre devant, dans tous les cas, devant plein de candidats qui ne le font pas. Parce qu'ils se disent qu'ils n'en ont pas besoin. Ou ils se disent qu'il faut le cacher. Ça, c'est un autre truc aussi. Il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas le cacher, oui. Non, il faut le montrer. Il faut démontrer. Il faut démontrer parce qu'il y aura des jobs qui vont, je pense, qui vont disparaître. Mais ceux qui ne vont pas disparaître, c'est ceux qui vont montrer leur capacité de maîtrise et d'apprendre en continu comment manier ces outils. Donc, c'est très, très important. Ouais. Je pense quand même qu'on a fait pas mal de temps. Il y avait une question quand même que je voulais te poser. Et je vois que toute ta carrière, tu l'as construit sur du pourquoi. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et aujourd'hui, moi, je remarque aussi que beaucoup de jeunes changent très rapidement de job, d'emploi. Ce n'est plus comme à l'époque de nos parents où on restait vraiment, on faisait carrière et tout. Toi, est-ce que tu as un avis là-dessus? Et surtout, quand est-ce qu'il faut savoir qu'on quitte un poste vraiment? Enfin, quand est-ce que tu sais que tu dois quitter un poste plutôt? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, je dirais que le pourquoi, c'est vraiment dans ton fort intérieur que tu le sais. Tu le sais, ouais. Moi, je suis pas placée pour te dire ne quitte absolument pas ton job au bout de 2 ans. Si ce job, vraiment, il est toxique, je serai la première à te dire de partir. Donc, c'est vraiment se poser les bonnes questions avec soi-même. C'est avoir une discussion avec soi-même, c'est très, très important. Moi, j'ai quitté Google aujourd'hui et ça se passait très bien. J'ai fait 5 années où j'ai pu travailler. Du coup, c'est tout frais. C'est tout frais. Ça date d'il y a quelques jours. Ok, d'accord. Et en fait, je me suis posé la question de OK, c'est quoi mon why maintenant? Je trouvais que 5 ans, c'était un beau cycle aussi. Et au final, je suis partie à un moment où où j'étais presque à mon pic, je pense, en termes de ce que j'avais délivré comme résultat. Mais c'est plus parce que les facteurs que j'avais en face, dans la boîte d'en face, m'intéressait aussi beaucoup. Okay.
C'est une boîte qui est toujours dans l'IA, qui travaille aussi sur des enjeux qui m'intéressent. Et c'est la question de qu'est-ce que je veux résoudre dans ce nouveau chapitre de ma vie. C'est avoir une connaissance plus précise de certains sujets autour de l'intelligence artificielle souveraine. C'est avoir un périmètre plus international aussi. Et c'est ce qui me permettait ce nouveau job. Et je suis très bien partie. Je pense que c'est important de bien partir et de se dire que il y a plein de théories. Il y en a qui disent qu'il faut partir que quand on n'en peut plus. Il y en a qui disent qu'il faut partir que quand on est à son apogée. C'est vraiment avec soi-même qu'il faut avoir ces discussions. Moi, je trouve que partir quand tout se passe bien, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai Tu laisses un bon témoignage. Tu laisses un bon témoignage, tu laisses une bonne réputation. Ouais. Et si demain, tu grandis et que tu as besoin de ces personnes-là ou qu'elles ont besoin de toi, il y a toujours cette relation et cette relation, elle ne change pas. Et tu pars sur une très bonne note. Et donc, je pense que c'est important. Après, des séparations difficiles aussi. Hein. Je ne sais pas comment ton manager l'a pris quand tu lui as annoncé que tu partais. Ou bien il t'a plutôt encouragé? Je pense que c'est toujours délicat pour un manager de voir qu'une personne partir. Après, moi, ma manager, elle a plutôt compris. Elle a plutôt compris. Donc, je pense que il faut juste savoir expliquer avec ses mots le pourquoi. Je pense qu'il faut être assez honnête sur le pourquoi. Il faut, encore une fois, bien partir. Donc, c'est des détails, mais faire en sorte de faire une bonne passation, de prendre le temps aussi d'être reconnaissant envers son manager, envers les personnes avec lesquelles on a travaillé. Moi, ce que j'ai fait en partant, c'est que j'avais une liste d'une trentaine de personnes avec lesquelles j'avais le plus travaillé, et j'ai pris le temps, un café avec chaque personne pour les remercier, en fait. Pas mal, ça, ouais. Et pour les remercier et pour leur dire merci parce que j'ai grandi grâce à vous. Et il y a eu des remerciements en retour, mais laisser une bonne impression, je pense que c'est important. On ne sait pas de quoi la vie est faite. On est jeune, on a une carrière devant nous qui peut être longue. Demain, je vais peut-être être entrepreneur, je vais peut-être travailler avec eux. Ce seront peut-être mes clients, je serai peut-être leur cliente. Ouais. Donc, voilà, garder un bon relationnel, c'est le plus important. Que ce soit pour après 1 an, 2 ans, 10 ans. C'est le plus important. C'est une très belle conclusion. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Nous, on a des rituels, enfin un petit rituel plutôt à la fin. Oui. On répond à la question de l'invité précédent et on en pose du coup à l'invité prochain. Oui. Et Sandy, qui était l'invité précédente, la question qu'elle avait pour toi, c'était est-ce que tu dirais que ta vie aujourd'hui est la vie idéale que tu aurais toujours voulu mener? Et si c'est oui, c'est quoi les indicateurs? Non, attends, parce que sinon Sandy va nous tuer si on n'utilise pas la bonne formulation. Donc, je vais dire textuellement ce qu'elle a dit. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui autour de toi, est-ce que tu ressens profondément et avec assurance que tu vis ta vie idéale? Si oui, des indicateurs. Alors, oui, je pense que je vis ma vie idéale. Et en fait, les indicateurs sont très bateaux, mais j'ai la santé, j'ai l'amour de mes proches, j'ai la sécurité. Aujourd'hui, on est dans un monde où la sécurité, c'est pas du tout attribué à tout le monde. Et surtout, je vais vers quelque chose qui va me permettre de grandir, vers un nouvel emploi qui va me permettre de grandir. Donc non, je pense que je vis ma vie idéale. Après, je pense qu'il y a 10 ans, tu m'aurais dit que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Je t'aurais dit, mais tu es sûre de toi sur le moment? Mais je pense que parfois, avoir des critères qui sont très basiques, c'est important. Surtout quand on est un peu overachiever. Parce qu'il faut se rappeler, l'important, c'est d'avoir un socle, d'être ancré. Et je suis ancrée aujourd'hui. Et donc, j'en suis reconnaissante. Et ouais, je pense que j'ai la vie idéale. Ça répond à la question? Je pense que ça ouais, totalement. Et surtout que tout ce que tu fais est aligné avec ton pourquoi. Donc, je trouve que, franchement, c'est la vie idéale. Hein. Tu résous les problèmes que tu veux et tout. Ouais. Je peux dire ça. Et quelle serait, toi, ta question pour l'invité prochain? Je pense que ce serait ça. Ce serait autour du why. Ce serait autour du... pour vous ou pour toi, qu'est-ce que tu essayes de résoudre dans ce chapitre de ta vie? Ok, intéressant. Excellente conclusion. Juste comme ça, toi, tu te verrais travailler en Afrique? Oui, je pense, ouais. Ouais. À moyen, long terme?
ou maintenant? On sait pas. D'accord. Honnêtement, j'ai arrêté de me poser des questions dans 15 ans, dans 10 ans, etc. J'avance maintenant par chapitre. D'accord. Et il y aura forcément un chapitre Afrique. Parce que la manière dont je suis déjà ancrée sur l'Afrique en étant même pas en Afrique, je pense qu'à un moment donné, la boucle va être bouclée. Après, comment, je ne sais pas, mais je vais me laisser porter et continuer d'être vocale sur ces sujets-là. Et je suis sûre qu'à un moment donné, il y aura l'alignement qui fera que j'entrerai sur mon continent. Ouais. Donc, le terme à retenir, soyez vocaux. Ouais. S'exprimer. Voilà. S'exprimer, ouais. Utilisez vos plateformes, c'est important. C'est important. Quand tu plateformes, tu parles même de LinkedIn, des réseaux sociaux, etc. Je parle de LinkedIn, je parle du offline aussi, je parle des événements, je parle des rencontres. Parlez de vos intérêts aussi. Moi, beaucoup de choses d'opportunités que j'ai eues, notamment au sein de Google, c'est parce que j'ai dit à tout le monde qui voulait l'entendre, au fait, moi, j'adore l'Afrique. Donc, si jamais il y a des choses qui passent, n'hésitez pas. Et c'est quelque chose que je ferai aussi dans mon prochain job. Hein. Donc, voilà, c'est cultiver ça, c'est important, ouais. Ok. Merci Marie-Céleste. Merci à vous, merci beaucoup. C'était super intéressant. Voilà, tu as donné beaucoup de conseils aussi, qui nous parlent aussi à nous. Hein. C'est même pas que pour ceux qui nous suivent, même à nous également, qui sont en pleine construction aussi de notre carrière et tout. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi d'avoir accepté. C'est vrai que, voilà, ton emploi du temps assez compliqué aussi quand même. Mais c'est normal. Et surtout que là, elle vient, parce que vous ne savez pas, ce qu'elle vient de l'aéroport direct, elle est avec nous. Donc, voilà, c'est vraiment... Merci d'avoir pris le temps. Merci à vous. Non, c'était une très belle conversation. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, j'espère que... Moi, je te souhaite aussi beaucoup de bonne chance, on va dire, pour ta prochaine aventure. Beaucoup de réussite et tout. Et voilà. Et je ne sais pas si tu as un petit mot de conclusion ou voilà. Bah, déjà, bravo et merci de faire ça. On a besoin de personnes comme vous. Donc, moi, je dis toujours, on a besoin de tout le monde autour de la table. Et donc, créer son propre chemin, comme vous le faites là avec votre podcast, c'est génial parce que ça nous permet d'avoir encore une brique en plus à toute la conversation qu'on doit avoir autour de, justement, comment empower la nouvelle génération. C'est ça. Et donc, ça y contribue. Donc, merci à vous. Voilà. Merci. Je pense qu'on peut conclure le podcast. On peut conclure, ouais. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Continuez de vous abonner, de partager aussi le contenu à quelqu'un de votre entourage. Et puis, nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Bam.